Salut de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Je vous annonce dès le début de ce journal, nous avons un invité dans ce plateau, il s'agit de Clément Barouti, il est porte-parole de l'UDPS, la formation politique de Tshisekedi, dit formation politique en vie démocratique du Congo qui gouverne le pays. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je vous garde dans ce plateau. Je commence tout droit, comme l'actualité l'exige, le warrior suprême, comme on l'appelle par ce fan, Fally Ipupa, l'artiste congolais, enchaîne deux concerts exceptionnels à guichet fermé. Une première pour un artiste congolais résident en République démocratique du Congo, sinon à Kinshasa. Un double rendez-vous, sinon événement qui consacre son ascension internationale et fait vibrer toute la République démocratique du Congo. Et ce soir, notre consoeur Patricia Molengombo-Lekuni revient sur les points saillants de son parcours depuis ses 20 ans full de carrière. Regardez. 2 mai et c'est dimanche 3 mai au Stade de France à Paris. Ces doubles concerts s'imposent comme un événement majeur dans l'histoire de la musique congolaise et africaine. Ces deux rendez-vous exceptionnels témoignent l'ascension fulgurante de l'artiste sur la scène internationale. Initialement annoncée, la première date a été rapidement affichée complète, poussant les organisateurs à programmer un second concert le lendemain. Une performance rare qui confirme l'engouement du public pour l'artiste congolais. À Kinshasa, certains affirment même que la ville s'est vidée pour assister à ce moment historique. Paris va ainsi vibrer au son de ces titres à succès comme Mayday, Migrants de rêve, MH, Oxygène, Humanisme, Liputa, Associé ou encore 2Z. De nombreux artistes congolais ont également exprimé leur soutien à travers leur page officielle, saluant cet exploit remarquable. Ce double rendez-vous est d'autant plus symbolique qu'il marque une première. Jamais un artiste congolais n'avait aussi à remplir 2 fois le Stade de France. À travers ces spectacles, Fally Ipupa célèbre aussi ses 20 ans de carrière solo, consolidant ainsi son statut d'icône de la musique africaine. Au-delà de la performance individuelle, ces deux concerts incarnent une reconnaissance mondiale de la rumba congolaise moderne. Il consacre Fally Ipupa comme une véritable superstar internationale et suscite une immense fierté en République démocratique du Congo. Aigle. De l'actualité musicale, la presse y a qu'un seul pas. Au classement sur la liberté de la presse, Reporters sans frontières a publié la liste sur la République démocratique du Congo et le pays de Lumumba gagne à glaner 3 places full. Kinshasa et désormais sinon occupe la 130e place grâce entre autres à la loi Patrick Mouyaya dont l'application, dont s'amélioration particulièrement dans l'est du pays agressé notamment par le rebelle du M23, bras séculier de l'armée rwandaise. Eric Isami. La République démocratique du Congo a progressé de 3 places comparé à l'année 2025. Il faut retenir que ces scores en légère hausse révèlent que le classement s'est amélioré numériquement. Reporters sans frontières a souligné les scores globaux qui restent sous la barre de 45 sur 100, ce qui maintient la République démocratique du Congo dans la catégorie difficile. Le gain de 3 places viendrait surtout de la loi sur la presse dite la loi Patrick Mouyaya Katembwe. Les analyses de l'année 2026 accordent un léger bonus au cadre législatif congolais partant des retombées de l'ordonnance de loi de 2023, même si l'application totale sur le terrain ralentit la progression, notamment à cause du poids de conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo, poids qui soumet à rude épreuve les professionnels de médias dans les zones sous occupation par le Rwanda. L'écart se rétrécit, les Congo-Kinshasa est à la 130e place et le Rwanda à la 139e. Seuls 9 rangs séparent Kinshasa de Kigali. La RDC a une pluralité exemplaire dans la pratique du métier de la liberté de la presse. Si cela n'a pas beaucoup évolué, c'est à cause des entraves de la liberté d'information dans l'Est, chapitre qui reste le point noir le plus déterminant pour le dossier congolais. Et pour le Rwanda, les Reporters sans frontières le classent à la 139e place, vantant ainsi son efficacité administrative, déployant en même temps
un environnement sécuritaire pour les journalistes qui reste l'un des verrouillés du continent africain avec une culture du secret très prononcée. Et la presse, on ne peut bien c'est pratiquer en pays démocratique du Congo que lorsque la régulation en matière de sous-traitance est bien prise en compte. La création des classes moyennes en pays démocratique du Congo, le DG de la sous-traitance en pays démocratique du Congo, Miguel Katembwe, a fait progresser le chiffre allant de 200 millions de dollars américains à un peu plus de 2 milliards. Et pense encore faire mieux avec, bien sûr, la diversification des secteurs et la cimenterie n'est pas oublié. Il est au micro d'Eric Izami Bouanzale Boulangala. Créer l'emploi au Congo, au travers de la sous-traitance, il faut que les sous-traitants soient des sous-traitants éligibles en RDC. Qu'est-ce que nous avons constaté à Durba? Pourquoi nous avons radié directement ces entreprises? Il y a une entreprise qui est elle-même une société sous-traitante où tous les autres sous-traitants, bien qu'ils ont un contrat direct avec Kibali, ils doivent passer par cette entreprise-là pour être payés, pour livrer et être payés. Et ils doivent laisser, je crois, 5% de leurs revenus. Nous avons dit que non, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, pour un sous-traitant qui vend de l'eau, par exemple, il y a quel bénéfice dans l'eau pour qu'après avoir eu son contrat, il doit être sous-traité, encore par un sous-traitant, et pour être payé par ces sous-traitants-là, et laisser 5%. Non. Chacun, si vous avez signé un contrat avec l'entreprise principale, c'est l'entreprise principale, même sous le plan juridique. Parce qu'un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est l'obligation des parties. Quand vous signez un contrat avec une tierce personne, vous vous engagez vis-à-vis de cette personne. Et nous avons pris cette décision pour annuler cette centrale d'achat et que chacun puisse avoir son contrat et jouir de son contrat lui-même. Et entre la sous-traitance et l'emploi, il y a une marche à suivre. La République démocratique du Congo a célébré le 30 avril 2026 la journée nationale de l'enseignement. Une occasion de rendre hommage aux enseignants et de réfléchir en même temps aux défis du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Pour cette année, l'accent est mis sur la valorisation du métier de l'enseignant, la qualité de l'éducation et les réformes en cours dans un contexte marqué notamment par les revendications persistantes et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Suivez ces commentaires de Patricia Moulengo-Bolekoni. Célébrée chaque année le 30 avril, la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo trouve son fondement dans la loi cadre de 1986, issue de la volonté du Comité central du mouvement populaire de la Révolution (MPR) de restructurer le système éducatif de l'époque. L'instauration de cette journée est également liée à l'initiative de Pemba Landou, ancien frère des écoles chrétiennes et ministre de l'enseignement national de 1961 à 1964. Le choix de la date du 30 avril rend hommage à Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de Frères des écoles chrétiennes et patron des éducateurs chrétiens, né le 30 avril 1651 à Reims en France. Pour l'année 2026, il faut le dire, cette journée s'inscrit dans une dynamique de réflexion autour du rôle central de l'enseignant dans la société et de l'amélioration du système éducatif. Le thème met particulièrement l'accent sur la valorisation du métier d'enseignant, la qualité de l'éducation, la consolidation des réformes engagées. L'objectif principal de cette commémoration est de célébrer les enseignants tout en ouvrant un cadre de réflexion sur le défi du secteur éducatif. Elle constitue également une opportunité d'évaluer les politiques publiques et d'encourager les réformes nécessaires pour un enseignement
plus performants. Cependant, au-delà de son caractère festif, cette journée est souvent marquée par des revendications des enseignants qui appellent à l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, notamment en matière de rémunération, formation et d'environnement de travail. Depuis 2019, la Journée nationale de l'enseignement met fortement en lumière la politique de la gratuité de l'enseignement primaire initiée par le gouvernement congolais. Cette réforme majeure vise à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants, bien qu'elle continue de poser des défis en termes de financement, d'infrastructures et de qualité de l'enseignement. En somme, la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo demeure un moment clé pour reconnaître le rôle essentiel des enseignants et repenser les stratégies éducatives en vue d'un système plus inclusif et efficace. Dans un chapitre presque similaire, la force syndicale des financiers FONSIFIN, en sigle, a organisé une marche de santé le 1er mai 2026, journée dédiée aux travailleurs, allant de la place des Évolués à Gomé, à son siège, bien entendu, situé dans la commune de Kalamou. Cette activité entre dans le cadre de son 30e anniversaire d'existence qui sera célébré officiellement le 31 octobre 2026. Paul Ziakwa au reportage. À l'occasion de la Journée nationale des travailleurs célébrée le 1er mai, la force syndicale de financiers FOSFIN a organisé une marche de santé dans la ville-province de Kinshasa. Parti de la place des Évolués dans la commune de la Gomé, les syndiqués de l'administration publique du secteur para-étatique et du privé ont parcouru plusieurs acteurs de la capitale, notamment le boulevard du 24 novembre et le boulevard Triomphal, avant de chuter au siège de la FOSIFIN dans la commune de Kalamou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans d'existence de cette organisation syndicale en marge de cette journée dédiée aux travailleurs. Pour Frédéric Njaouolo, secrétaire général de la FOSIFIN, cette marche vise à renforcer la cohésion entre les membres et à rappeler l'importance du rôle des travailleurs dans le développement du pays. Tout travailleur ou bien produit un travail dans un service X ou Y, où vous êtes en train de presser, vous devez être en bonne santé. C'est pourquoi nous avons choisi la marche de santé tout au long de l'année. Nous sommes en mouvement au travail, à la cité, on mange, on boit, mais nous ne tenons pas compte que nous devons aussi faire la marche pour que notre santé soit saine. Cette année jubilaire, nous aurons toute une série d'activités pour faire voir aux gens que 30 ans, ce n'est pas 3 ans. Donc, il est devenu majeur. De son côté, Lili Kinyambi a saisi l'occasion pour rendre grâce à Dieu tout en lançant un message fort aux travailleurs. FOSIFIN n'est pas un syndicat malade, mais un syndicat avec les agents, vous avez vu. Et courage pour la suite. Joyeux anniversaire à moi-même. L'avenir est entre nos mains. Endurance, force et persévérance toujours. On ne laisse rien. On prend tout au sérieux, on avance. Avec FOSIFIN, tout est possible. Notons que cette marche de santé s'inscrit dans une série d'activités prévues par la FOSIFIN, dont la célébration officielle des 30 ans est attendue le 31 octobre 2026. Et comme je vous l'ai annoncé en début de cette session d'information, je reçois pour vous Clément Barouti, il est porte-parole de l'UDPS, formation politique chère à Étienne Tshisekedi Ouamouluma. D'entrée des jeux, dites-nous, vous organisez une marche, elle a pour mission de faire quoi et quel serait l'itinéraire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. La raison qui m'a amené ici, c'est le communiqué signé par le secrétaire général Augustin Kawuya Chilumba, président d'intérim, le communiqué numéro 005 bar UDPS bar PP bar SIG bar AKT bar 026. Et dans ces communiqués, nous avons des objectifs. Les premiers objectifs, nous sommes en train d'encourager et de soutenir d'abord les sanctions
à la contre de l'ancien président Joseph Kabila, étant donné que c'est lui maintenant, le monde entier a compris que c'est lui qui est le responsable des massacres, des tueries qui se passent à l'Est de la République durant tous ces 30 ans. C'est aujourd'hui que le peuple congolais vient de comprendre parce que les étrangers ont parlé. Alors, quand l'IDPS a parlé, les gens n'ont pas compris. Quand le président de la République a parlé, les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, je pense que c'est le monde entier maintenant qui a parlé. Les gens ont compris que le chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison. Et tout le monde comprend que c'est lui qui était tenté d'assassiner le peuple congolais durant 30 ans. Les responsables numéro 1, on veut de les reconnaître aujourd'hui, c'est M. Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef de l'État. Et deuxièmement, nous sommes en train de saluer, parce que cette reconnaissance n'est pas venue au hasard. C'est un travail dur que le chef de l'État a apporté au niveau de la diplomatie. Et aujourd'hui, les efforts de la diplomatie du chef de l'État a payé. Voilà pourquoi nous saluons les efforts du chef de l'État. Nous disons bravo, merci beaucoup chef de l'État, parce que n'eût été sa diplomatie, le peuple congolais n'allait pas comprendre que l'ennemi était parmi nous et c'est lui qui nous a gérés dans ces pays. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes obligés de marcher pour soutenir les efforts diplomatiques du chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prends un mot, Clément Baroudi, quand vous insinuez que Joseph Kabila, vous soutenez les sanctions infligées à l'ancien chef de l'État, mais de l'autre côté, vous allez matcher avec lui à Doha à travers différents rounds. Vous ne voyez pas déjà comment vous expliquez cette espèce d'oxymore? Oui, et par là, je vais vous dire ceci. Vous savez, le chef de l'État a bien dit, premièrement, il avait opté d'abord en ce qui concerne la paix à l'est de la République du Congo. Il devait d'abord présenter le premier plan, c'était la diplomatie. Il a dit si la diplomatie ne paye pas, vous connaissez la diplomatie, c'est parler. S'il y a un problème, il faut dialoguer, tout le monde soutient cela. Et je crois que cela ne peut pas empêcher que les sanctions, d'ailleurs la République démocratique du Congo avait déjà prévu les sanctions contre ce président, que les États-Unis d'Amérique viennent aujourd'hui de renforcer la décision du gouvernement congolais. Donc par là, je tiens à vous dire que c'est lui qui a tué, même s'il y a des dialogues, il sera toujours coupable et on va les sanctionner. Lors de sa dernière sortie médiatique, Denis Esanga a dit clairement et sans embâche d'ailleurs que Tshisekedi, sinon le pouvoir de Kinshasa, cherche de bouc émissaire à travers la guerre qui s'écoule à la partie orientale du pays pour se derniser au pouvoir et mener à bien différentes actions. Quelle est votre réaction à ça? Je comprends parce qu'il n'est pas de l'Est. Nous qui sommes de l'Est, on a perdu nos frères et sœurs, on a tué beaucoup de gens dans nos familles. Quelqu'un qui se lève un matin pour dire ça, il est tenté d'injurer le peuple de l'Est aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans avant que son excellence Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir. Cette guerre existait déjà. Comment voulez-vous que celui qui vient à peine d'arriver, celui qui est tenté d'utiliser ça? Maintenant, qui utilisait avant son arrivée? Moi, je crois que les opposants n'ont pas de matière. Je vous ai dit, l'UDPS a passé beaucoup du temps à l'opposition. Nous connaissons les contenus qui font la force de l'opposition. Et c'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Chaque jour, les opposants vont commencer à perdre la matière jusqu'à ce qu'ils n'auront plus rien à dire. Vous entendez aujourd'hui en bon, on ne sait plus comment parler. Et personne ne peut plus croire à ce qu'en bon on peut dire aujourd'hui. Il a perdu la crédibilité. Un homme de Dieu a perdu la crédibilité. À combien plus forte raison c'est ça là? Il perdra aussi parce que le peuple a compris que Tshisekedi, depuis son arrivée, nous avions compris qui est notre vrai ennemi. Et c'est Joseph Kabila. Si je dois vous prendre au mot encore une fois de plus, c'est grâce notamment aux efforts de l'Église catholique que l'UDPS est devenu président parti qui gère la République démocratique du Congo. Non, non. Là où vous êtes en train d'ignorer le peuple congolais qui a élu le chef de l'État. Et si c'est l'Église catholique qui décide pour être chef de l'État, Ambongo lui-même devait venir le chef de l'État. Mais l'Église catholique a battu le pavé. Non, ça je suis en train de vous dire, ça c'est l'effort du peuple congolais. C'est lui qui est reconnu, c'est lui qui a la légitimité d'installer quelqu'un à la magistrature suprême, c'est le peuple congolais. Il ne faut pas donner gloire à ceux qui ne méritent pas. Je vous garde encore dans ce plateau, je crois que la matière est abondante. On prend la trajectoire de l'Assemblée nationale où alors, après débat général, les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi portant conditions d'organisation de référendum en République démocratique du Congo. Celle-ci, bien sûr, relative à la réforme, à la forme du système éducatif congolais dans laquelle il est notamment proposé l'insertion du cours d'anglais obligatoire dès l'école primaire. Rafat Kachuma, reportage. L'Assemblée nationale a, au cours de la plénière du jeudi 30 avril 2026, déclaré recevable deux propositions de loi majeures portant sur les conditions d'organisation du référendum en RDC initié par les députés nationaux Paul Gaspard Ngondankoy, d'une part, et d'autre part, celle modifiant et complétant la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 relative à l'enseignement national élaborée par l'honorable César Matabaro.
Concernant la proposition de loi relative aux conditions d'organisation du référendum en RDC, selon son auteur, cette proposition de loi vise à moderniser les procédures liées au déroulement du référendum ainsi que les règles de contentieux électoraux qui pourraient en découler. Un accent particulier est également mis sur le renforcement du régime pénal afin de garantir la transparence et la crédibilité du processus. De son côté, dans les soucis d'envisager la réforme du système éducatif congolais, le député César Matabaro a préconisé dans son texte l'insertion du cours d'anglais obligatoire dès l'école maternelle et primaire dans le but de permettre qu'au niveau de l'université, les enseignements soient dispensés en anglais comme en français. À l'issue du débat général où les députés nationaux ont apporté leurs retouches, les deux propositions de loi ont été envoyées en commission pour un examen approfondi. Et à l'issue justement de cette plénière, différents élus ayant pris part à la plénière, passez-moi la redondance, ont donné de la voix, ils sont au micro de Rafat Kachunga. Dans sa proposition, il souhaite que l'anglais commence dès la première année primaire. Donc c'est une réforme que je trouve très pertinente et très importante au regard de l'évolution du monde aujourd'hui, parce que si vous regardez, l'anglais c'est la première langue sur le plan international. Et je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui que nous puissions adapter l'enseignement de notre pays par rapport aux exigences au niveau international. C'est pour cela, en prenant la parole, j'ai soutenu la recevabilité de la loi pour qu'elle fasse l'objet d'une analyse approfondie au niveau de la commission, ce qui a été fait au niveau de la plénière. Donc en ce qui concerne la proposition de la loi de notre collègue Ngondankoyi, le professeur, vous allez vous rendre compte que la dernière loi que nous avons eue sur le référendum, ça date de 2005. Elle a été prise dans un contexte très particulier, un contexte de 1+4 ou un contexte où on devait préparer les élections de 2006. Donc si vous regardez même déjà l'intitulé de cette loi, tout nous orienter vers l'organisation ou le vote de la Constitution en République démocratique du Congo. Les collègues prennent la loi cadre, ils prennent l'article 195 et ils souhaitent que l'anglais soit enseigné à partir de l'école primaire, même de la maternelle, et qu'au niveau même de l'université, que l'anglais devienne une langue d'enseignement. C'est-à-dire qu'à l'université, un prof peut arriver de Nairobi ou des États-Unis, un prof de droit ou d'économie, il se met à enseigner en anglais. Et donc, ça c'est un rêve. Et d'autre part, la plupart des collègues ont reconnu l'importance de l'anglais aujourd'hui. Et moi, je ne le nie pas. Moi, je suis anglophone de formation. J'ai enseigné l'anglais pendant beaucoup d'années. Donc, ce n'est pas moi qui vais renier l'importance de l'anglais. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui déjà, l'anglais domine le monde. L'anglais et l'informatique. Mais l'enseignement a ceci de particulier qui s'adapte aux réalités. Donc déjà maintenant, nous devons réfléchir par rapport à cette réalité. Dans 10, 20, 15 ans, l'anglais, l'informatique vont encore prendre de l'ampleur. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'enseignement au Congo pour adapter notre système, pour adapter les moyens, de manière qu'on n'ait pas les produits que nous avons aujourd'hui. La plupart d'entre vous, vous avez fait des humanités. Je l'ai dit là-bas. Vous avez fait 5 ans d'anglais par semaine, 5 heures d'anglais par semaine. Mais combien d'entre vous ont parlé anglais? Il a fallu peut-être aller dans un centre. Je reviens à vous, Clément Barouti. Vous avez suivi le référendum. Voilà qui me relance l'idée de vous poser la question sur les référendums que l'UDPS veut mettre en branle pour le changement ou la révision de la Constitution et pour quelle fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Moi, je pense que, comme je venais tout à l'heure de vous dire, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui le monde entier a compris, c'est lui qui est le responsable de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est lui toujours qui a toujours déclaré que notre constitution, c'est sa constitution. Comment voulez-vous que nous puissions garder la constitution d'un criminel, quelqu'un qui tue à l'est? Sa constitution, vous voulez que nous puissions garder ça? Nous nous disons non. Du fait seulement que cette constitution, c'est d'abord une constitution des belligérants, c'est déjà un problème. Et c'est lui qui se réclame que sa constitution, aujourd'hui le monde entier sait que c'est lui qui est le responsable de la tuerie de son peuple, peuple que lui-même a géré pendant autant d'années. Alors par là, je vais vous dire, l'UDPS, étant un parti du peuple congolais, veut donner la chance au peuple congolais d'écrire leur propre constitution. Au moins cette fois-ci,
nous voulons que le peuple ait-même puisse écrire leur constitution. Voilà pourquoi tout doit se passer à travers les élus du peuple, qui sont les députés nationaux qui nous représentent. Au moins pour la première fois dans le monde, la RDC aura sa propre constitution écrite par le peuple congolais et non pas une constitution écrite par les étrangers, nous imposée ici pour que nous puissions accepter cela. Au XXIe siècle, nous ne pouvons plus accepter ça. Donc, quant à nous, nous avons besoin que le peuple lui-même puisse écrire sa propre constitution. Cela veut dire que nous avons besoin d'une autre constitution. Et si nous allions au référendum, le peuple votait contre le changement de la constitution, quelle serait votre réaction? Je ne pense pas que le peuple congolais intelligent qu'il est, il peut accepter de garder une constitution venant d'un criminel. C'est lui qui tue à l'Est, qui tue le même peuple. Je ne pense pas. Le peuple congolais est pour le changement de cette constitution, parce que cette constitution nous a été imposée par les belligérants. Et aujourd'hui, l'un d'eux vient d'être sorti au grand jour, reconnu sur le plan mondial comme responsable de la tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est sa constitution. Nous ne pouvons pas garder cette constitution. Revenons à la marche. La marche aura lieu demain. Et quel est l'itinéraire? Le point de rassemblement, ça serait où? Qui sont appelés à y participer? Oui, la marche aura lieu ce lundi. Et ça sera on va commencer à partir de 9h30. Et l'itinéraire, nous allons rassembler tous au niveau de Première Rue jusqu'au Palais du Peuple. Et c'est à partir du Palais du Peuple que nous allons désigner quelques personnalités qui doivent ramener notre mémo à l'ambassade des États-Unis pour soutenir les actions américaines et féliciter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous sommes en train d'inviter d'abord le peuple congolais, parce que l'UDP c'est un parti du peuple. Le peuple d'abord, vous le savez. J'invite d'abord le peuple congolais dans son ensemble. Et à plus de ça, nous sommes en train d'inviter aussi les confessions religieuses. Nous invitons les étudiants et nous invitons les partis alliés, et plus particulièrement nous invitons les gens des familles que Joseph Kabila a arraché leurs frères. Arma Tungulu, sa famille, que sa famille ne manque pas aujourd'hui, le Seigneur leur a rendu justice. Il y a Kapangala, il y a plusieurs. Il y a l'autre, Roussi Mukendi. Aujourd'hui, le Seigneur vient de nous rendre justice. Et nous sommes en train d'inviter tous ces gens-là d'être ensemble avec nous demain pour que le monde entier comprenne. Nous aussi, nous avions compris que c'est lui que les États-Unis ont sanctionné, c'est lui le vrai responsable de la tuerie et des massacres en RDC. Et je peux vous dire une chose. Il y a un ami qui est un étranger qui m'a dit les histoires qui se passent chez vous, on n'a jamais vécu ça ailleurs. Moi, j'ai dit comment? Il a dit comment se fait-il qu'un ancien président peut se convertir en rebelle pour tuer le même peuple qu'il a dirigé? Moi, j'ai dit bon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et nous nous sommes retrouvés dans cette position. Merci. Mais je crois que nous n'allons plus accepter que cela se répète. Merci beaucoup Clément Barouti, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous vous disons merci d'avoir été là. Avant de boucler complètement la boucle, nous allons à Kisangani, où en plein 21e siècle, la ville de Mbandaka peine toujours à accéder de façon améliorer, sinon améliorer à la télécommunication, j'ai envie de dire. Les habitants de ce coin du pays ont eu le mardi 28 avril 2026 le droit de protester, sinon de porter cette question aux médias. Ils espèrent une solution durable et relative alors que le pays clôturait le même jour les états généraux de postes et des télécommunications. C'est un récit de Fofana Mukubi. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, l'accès au réseau de télécommunications apparaît tel un hydre tentaculaire pour la population. Alors que nous sommes en plein 21e siècle, les habitants de ces coins du pays sont toujours obligés de souffrir pour joindre leurs pères vivant en dehors de la région. À l'occasion des États généraux, engagés par les ministères qui gèrent la télécommunication en République démocratique du Congo, certains ont pris du courage, démontrant les ras-le-bol. Nous sommes précisément en Mbandaka. Ici, la question relative à l'accès à l'Internet est compliquée. Nous en souffrons beaucoup alors que la connexion Internet est utile pour la vie actuellement. Qu'on se le dise, la connexion est médiocre en Équateur. C'est pourquoi j'en appelle à la bonté de nos autorités, qu'elles nous aident à résoudre ces problèmes. Si nous éprouvons des difficultés,
nous souffrons beaucoup en ce qui concerne notre accès aux réseaux de télécommunications qui opèrent ici. Nous achetons des crédits et autres forfaits Internet, mais nous n'arrivons pas à en profiter. Nous ne savons que faire. Alors, nous voulons que les autorités se penchent un peu sur nous et voir comment nous aider. Nous souffrons beaucoup dans l'utilisation de ces réseaux. C'est pourquoi je lance un cri d'alarme à ceux qui dirigent ces secteurs de télécommunications. Je dis que nous souffrons beaucoup ici. S'il y a affaire pour notre bonheur, alors n'entendez pas, agissez. Dans un monde de plus en plus numérique, régler cette situation dans le délai le plus bref serait penser au bonheur de la population. Je pense que vous avez corrigé avec moi, c'est plutôt de Mbandaka dans la province de l'Équateur et non de Kisangani. Et c'est par cette insiste que nous mettons un point final à cette livraison d'actualité, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.